Bonjour, bienvenue dans cette quatrième partie pour le cours sur la cellule dans lequel nous allons aborder quelques notions complémentaires sur l'intérieur du noyau notamment et sur les cellules végétales et prokaryotes. Donc, premièrement, on avait parlé des chromosomes dans le cours précédent. On avait dit que c'était des petits bâtonnets, des petits morceaux donc d'ADN qui apparaissent au moment de la division cellulaire. Et on avait précisé qu'il y avait un nombre différent dépendamment des espèces de petits bâtons qui apparaissent. Alors chez l'humain, comme vous le savez, c'est 46 morceaux qui vont apparaître. C'est presque toujours un nombre pair qu'on va voir, et la raison est simple, c'est qu'en réalité, lorsqu'on prend les morceaux d'ADN qui apparaissent pendant la division cellulaire et qu'on les regroupe par taille, on se rend compte qu'on peut tous les mettre par paire. Donc il y a deux plus gros morceaux, il y en a deux autres qui sont un peu plus petits, puis deux autres qui sont encore un peu plus petits, et ainsi de suite. On est capable de presque tous les regrouper par paire. Donc l'explication est simple, c'est qu'en réalité, de ces 46 morceaux qui apparaissent, il y en a 23 qui proviennent de notre père et 23 qui proviennent de notre mère. Donc nous sommes le résultat de l'association de ces 46 morceaux, mais en fait, il y a des morceaux qui sont doubles. Donc, nous avons deux morceaux qui correspondent aux mêmes informations génétiques, au même type d'informations génétiques. Donc, on a deux morceaux qu'on appelle les morceaux 1. On a deux chromosomes 2, on a deux chromosomes 3, et ainsi de suite. Donc, j'insiste, en réalité, nous avons deux fois le même type d'information. Par exemple, on peut avoir deux fois de l'information pour la couleur des yeux, donc portée sur le chromosome 4, une version qui a été donnée par notre père et une version qui a été donnée par notre mère. Donc, c'est la raison pour laquelle ils viennent par paire. Donc, on peut les regrouper deux par deux, et il arrive que on arrive seulement à en regrouper 22 paires sur les 23. Il y a une dernière paire qui, lorsqu'on les regarde, eh bien, n'ont pas la même taille. Alors, ces deux chromosomes qui restent à la fin, une fois sur deux chez les humains, ils sont de même taille, et une fois sur deux, ils ne le sont pas. Eh bien, ce sont ces fameux chromosomes sexuels, donc les chromosomes qui vont être responsables du sexe masculin ou féminin, au sens génétique, évidemment, on s'entend bien. Donc, si les deux derniers chromosomes sont de taille différente, eh bien, c'est qu'en réalité, il y a un chromosome Y qui est le plus petit et un chromosome X qui est le plus grand. S'ils sont identiques, ce sont deux chromosomes de taille identique, deux grands, ce sont deux chromosomes X. Donc, les chromosomes XX vont définir génétiquement donc le sexe féminin, et le XY, donc les hommes, vont être définis par ces deux chromosomes. Alors, un chromosome, de quoi c'est fait? Donc, on sait que c'est fait d'ADN, on en a déjà parlé, mais lorsqu'on regarde attentivement et qu'on étudie attentivement les chromosomes, eh bien, on se rend compte que il y a du matériel génétique qui est effectivement codant, qui est un code pour des protéines, qui est une vraie recette de fabrication, mais il y a une bonne partie de ce matériel génétique, donc représenté ici en grisé, qui ne sert a priori pas à coder des protéines. Alors les recherches sont en cours, ça avance. Pendant longtemps, on a cru que ça servait à rien. On a même surnommé l'ADN poubelle. Bon, en réalité, on s'est rendu compte que ça avait plusieurs utilités. Mais ce qu'on sait, c'est que ce ne sont pas des codes pour des protéines. Donc, on appelle ça de l'ADN non codant. Donc, ce ne sont pas des codes à proprement parler qui vont mener à la fabrication de protéines à l'intérieur des ribosomes du réticulum endoplasmique rugueux. Donc, les gènes, ce sont les morceaux qui sont des recettes. Donc ici, par exemple, ici, voilà un gène, en voilà un autre, en voilà un autre, en voilà un autre, et ainsi de suite. Donc, ce serait dans notre exemple ici, les parties en plus sombres. Alors ici, vous avez donc du séquençage. Les scientifiques séquencent l'ADN depuis des dizaines d'années maintenant. Et donc, on a repéré les différents gènes. Donc là, ici, ils sont représentés en blanc. Tout à l'heure, c'était en plus sombre. Ça dépend du code de couleur qu'on veut utiliser. C'est pas important. L'important, c'est que vous voyez que on a référencé donc les zones qui servent, qui sont des vraies recettes, les gènes. Alors pour la plupart, on ne sait pas trop à quoi ils servent pour l'instant. Donc ils ont des noms de code, hein, 11 pour chromosome 11, partie 15 numéro 4, partie 15 numéro 2, et ainsi de suite. Mais on sait où ils sont, ces gènes. Donc on en a repéré 20 000.
sur nos chromosomes. Donc il y a 20 000 recettes de protéines sur nos chromosomes. En fait, la plupart de ces gènes ont des rôles donc qu'on ignore ou qu'on connaît mal. On en connaît certains très bien, et ce sont notamment bien sûr ceux qui sont responsables de maladies. Donc c'est parce que la recherche se fait en priorité pour identifier les maladies génétiques que les études ont d'abord porté là-dessus. Donc vous voyez ici, on a repéré par exemple le gène qui serait responsable de la phénylcétonurie. Ici, on sait que le gène de la néoplasie endocrinienne, il serait dans cette zone-là, sur le chromosome 11. L'anémie falciforme serait dans cette zone-là. Donc on a repéré soit des zones ou soit carrément des gènes en particulier pour les maladies. Alors je le répète, hein, c'est pas parce que c'est les plus faciles à étudier, c'est surtout parce que c'est ça qui nous intéresse en priorité. On est intéressé à comprendre le rôle de chaque gène, bien sûr, mais la priorité, c'est d'identifier ceux qui vont apporter des maladies pour pouvoir bien, les traiter ou s'en occuper le mieux et le plus vite possible. Alors voilà qui termine pour le noyau. On va quand même aller rappeler quelques petites informations importantes pour les cellules animales, bactériennes et végétales. Donc, lorsqu'on voit une cellule animale et une cellule bactérienne, il faut bien se rendre compte, on appelle ça des prokaryotes pour les bactériennes et des eucaryotes pour les cellules animales. C'est la présence du noyau qui va être une grande différence. Donc, les bactéries n'ont pas de noyau. Également, elles ont énormément de petits filaments autour d'elles pour avancer, puisque les bactéries sont unicellulaires, donc leur déplacement peut se faire simplement par le mouvement de ces petits cils vibratiles qui, en vibrant, vont avancer. Et on a même le flagelle à l'arrière qui va leur permettre d'orienter leur mouvement. Donc ce sont trois grandes différences, et la plus importante, c'est l'absence de noyau. Donc ça veut dire que la bactérie a bien du matériel génétique, mais il n'est pas dans un noyau, il se promène dans le cytoplasme. Et là, vous reconnaissez la cellule animale. Pour la cellule végétale, vous en avez déjà parlé, il y a aussi des grandes différences. On repère assez vite la présence d'un immense organite, donc c'est une vésicule remplie d'eau, donc c'est la vacuole. Alors il est possible de trouver des vacuoles dans les cellules animales, mais elles sont bien plus petites que celles dans les cellules végétales. Elles ont notamment un rôle dans le maintien de la cellule, on y reviendra juste après. Et évidemment, les végétaux ont besoin d'eau, donc c'est du stockage d'eau, bien sûr. On a un organite qui n'existe pas chez les cellules animales, qui s'appelle le chloroplaste, vous le connaissez également. Donc il est de couleur verte, puisqu'on y retrouve de la chlorophylle, qui est une substance qui permet la photosynthèse. Donc les chloroplastes sont des organites uniquement présents dans les cellules végétales, qui donnent la couleur verte aux végétaux et qui réalisent la photosynthèse. La photosynthèse étant bien sûr le mécanisme de fabrication de glucose à partir du dioxyde de carbone et de l'eau. Et on termine par la forme géométrique caractéristique des cellules végétales, comme vous voyez ici. C'est parce qu'il y a une paroi très solide, très rigide, qui s'appelle la paroi cellulosique, qui est faite de cellulose. C'est cette paroi, entre autres, qui est utilisée pour fabriquer la pâte à papier, donc la fameuse cellulose qui est utile pour faire du papier. Nous allons y revenir également un peu plus loin. Donc ce qu'on voit ici, ce sont des chloroplastes. Alors les chloroplastes, je le répète, sont des organites qui font la photosynthèse. Et ces organites, ils ont la capacité d'utiliser l'énergie solaire pour accrocher des dioxydes de carbone ensemble. Ça utilise de l'eau aussi. Et ça va permettre de fabriquer du glucose. Il y a une molécule qui est un déchet en fait de la photosynthèse qui est créée, que les végétaux vont relâcher, c'est le dioxygène. Cette molécule, à la base, c'est un déchet de la photosynthèse, mais les cellules ont appris à l'utiliser pour découper le glucose justement de manière efficace. Donc, ça va devenir une molécule essentielle dans la survie de la plupart des animaux. Pour la vacuole, c'est notamment un organite qui se remplit d'eau, on l'a déjà dit. Alors, une cellule végétale qui n'a pas assez d'eau, ces vacuoles n'ont pas assez d'eau, et elles vont avoir donc une forme aplatie, écrasée. Alors c'est en partie ce qui se passe lorsque la plante a l'air tout écrasée comme cela. C'est que ces vacuoles ne sont pas assez remplies d'eau, donc ça va donner une forme à la cellule, vous voyez, tout écrasé, ce qui fait que le végétal se ratatine. À l'inverse, quand il y a assez d'eau, la cellule va avoir une forme bien arrondie, bien solide, bien ferme, ce qui va donner l'aspect normal donc d'un végétal s'il a assez d'eau. Alors il y a dans ces vacuoles
d'autres substances que de l'eau. Donc la cellule végétale va s'en servir comme réservoir pour toutes sortes de substances. Par exemple, des essences, donc des substances odorantes pour attirer éventuellement des insectes pollinisateurs, ou des toxines pour éloigner des prédateurs. Donc s'ils les mangent, ils seront malades, ou même ces toxines seront mortelles. Donc ce qui dissuadera les prédateurs, ceux qui veulent les manger, de les manger. Alors quelques exemples de stockage. Dans les fruits, par exemple, les vacuoles sont remplies d'eau. Si vous allez croquer dans un fruit frais, l'eau dégouline du fruit, mais il y a à l'intérieur pas mal de glucose. Et il y a aussi des saveurs, donc des substances chimiques qui sont attirantes. Ici, vous reconnaissez peut-être Poison Ivy, l'herbe à puce. Donc la substance à l'intérieur est une toxine. Donc l'objectif est d'éloigner les prédateurs, donc les êtres vivants qui voudraient les manger, en touchant ou en se rapprochant trop du végétal, vont avoir une réaction, donc ça agit sur le système nerveux, et ça va les éloigner. Donc les odeurs et les saveurs, on en a déjà parlé, notamment pour attirer les insectes pollinisateurs. Et là, vous avez donc du pavot qui crée notamment, avec lequel on peut faire l'opium, et qui contient des substances chimiques, donc qui agissent sur le système nerveux des prédateurs pour les empêcher éventuellement de les manger. On termine avec la paroi cellulosique. On l'a dit, c'est de la cellulose qui donne cette forme géométrique aux cellules végétales. Et c'est cette cellulose, avec la lignine, une autre substance, qui va s'accumuler autour des cellules végétales et qui va être capable de créer ces tissus très solides qu'on retrouve dans les végétaux et qui leur permettent de monter très haut en altitude. Donc pour que les arbres puissent monter en hauteur et prendre le plus de lumière possible, et c'est une compétition entre les arbres qui a lieu, ils vont empiler des cellules très solides qui vont permettre à leur feuillage de monter de plus en plus haut, donc pour aller capter de la lumière. Donc c'est cette paroi cellulosique qui donne cette solidité aux cellules végétales. Voilà pour le complément sur les cellules.